Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et donc je vais vous faire le bilan, le compte rendu avec les stats mises à jour du match Cleveland Cavaliers contre San Antonio Spurs. C'est un match qui a lieu le 7 janvier, donc hier soir, heure française, c'était hier à 19h heure française. Et donc les Spurs ont perdu de seulement 2 points malgré un Victor qui a été encore exceptionnel. Il a très peu joué, il a joué je crois 25 minutes, il a fait 24 points, 10 rebonds, 3 passes, 5 contre, une interception, mais surtout, quand il était sur le terrain, en fait l'équipe a été beaucoup plus forte. Il est revenu sur le terrain pour les dernières minutes, à 5 minutes de la fin, à un moment il y avait même moins 15, et il a réussi à ramener les Spurs à moins 2. Les Spurs ont même eu la balle pour essayer d'égaliser ou de l'emporter. Et comme dans le match précédent d'ailleurs, ils n'ont pas réussi à revenir et ils ont perdu de justesse. Je pense que si Victor jouait 30 à 35 minutes par match, il gagnait le match. C'est quasiment sûr. Et c'est bien dommage de perdre de justesse comme ça sur la fin. Alors mon constat à ce match-là dans cette vidéo, je vais revenir sur les statistiques de ce match avec ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest. On verra ensuite les statistiques de Wemby dans cette rencontre vis-à-vis de ses records sur un match. On verra ses stats aussi à Wemby sur sa saison régulière. Puis on enchaînera par les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général. Et puis dans l'histoire des Français en NBA, 20 ans, 21 ans et au général. Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des Spurs. Mais donc voilà, c'était un match assez incroyable parce que franchement, ça fait plusieurs matchs que je vois San Antonio. Et San Antonio arrive à trouver une bonne assise collective. Alors, au début du match, ils démarrent très bien. Depuis quelques matchs, ils font des super débuts entames jusqu'au moment où Victor sort. Je trouve qu'ils jouent très très bien collectivement. Et après, Victor, il joue très très peu. Donc en fait, là on va pouvoir le voir, il a joué 24 minutes, alors qu'il y a quand même des joueurs comme David Vassell, Trish Jones qui ont joué plus de 10 minutes de plus quasiment, Keldon Johnson qui a joué 33 minutes, 28 pour Jeremy Sochan. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui jouent plus que lui. Et résultat, en fait, je trouve que, alors, il est préservé physiquement, mais le problème avec les Spurs, c'est que ça manque de collectif. Alors au début du match, ça joue très bien, et dès qu'il sort Victor, il n'y a plus de collectif. Et même quand il revient, il faut un petit temps d'adaptation pour qu'il y ait un collectif qui se remette en place. Et un semblant de jeu, par exemple, quand il est revenu à 5 minutes de la fin, il a fallu 1 à 2 minutes, parce qu'ils étaient encore menés de 14 points à 3 minutes de la fin, pour que ça se mette en place. Et puis après, le collectif est revenu. Et voilà, c'est ce qui est dommage, c'est que le jeu sans Victor est trop long. C'est-à-dire que là, il y a quand même 23 minutes, les autres matchs 23-24 minutes à chaque fois où Victor il ne joue pas. Et le collectif ne prend pas quand il n'est pas sur le terrain. Et en fait, ça perturbe presque les autres joueurs, qui fait que quand il revient sur le terrain, ben déjà, pendant 1 ou 2 minutes, il touche plus la balle, Victor, on lui donne pas la passe. Et puis après, on se dit, ah, ben il est là, il est revenu, ah, on lui fait la passe, et puis là, d'un seul coup, ça revient au score, il y a des comptes, des interceptions, des rebonds, et puis tout le monde se met à mieux jouer, tous les joueurs se mettent à marquer des paniers. Et donc voilà, c'est mon constat, c'est que c'est bien de le préserver, mais à le faire jouer trop peu, en fait, et ben, il y a une sorte de pas collectif qui s'instaure et qui fait que les autres ont tendance à pas assez jouer avec lui quand il faudrait jouer avec lui. S'il jouait plus, il n'aurait pas le choix, il faudrait jouer avec lui. Et ce qui est dommage, alors au début, premier quart-temps, les Spurs gagnent 32-28, le deuxième ils perdent 24-34, le troisième ils gagnent 28-26, le quatrième ils gagnent 31-29. C'est-à-dire qu'ils ont gagné quand même 3 quarts-temps sur 4 les Spurs. Et ils ont perdu 2 matchs malheureusement. Alors on va aller voir un petit peu les stats. Côté Cavaliers, on a Allen avec 29 points et 16 rebonds, il fait un très gros match. Sinon, on a Caris Levert, 23 points et 23 points à 4 sur 5 à 3 points, les amis. Alors, 4 sur 5 à 3 points. Pourquoi il a quand même marqué 3 paniers à 3 points dans les 3 dernières secondes, 2 en 3 secondes à la fin je crois que c'est du premier quart-temps, parce que les Spurs menaient quand même de 10 points à 3 secondes de la fin du premier quart-temps. Il met un panier à 3 points, il fait une interception sur la remise au jeu, énorme boulette des Spurs, il remet un panier à 3 points. Bam, ok. Fin du troisième quart-temps, bam, buzzer, panier à 3 points. Et les Spurs, là, au final, ils perdent que de 2 points quand on voit que Caris Levert met 9 points dans les 3 dernières secondes de quart-temps. Alors peut-être un ok, mais les 2 derniers, il suffisait que, à la rigueur, la remise en jeu, il l'a fait longue. Le joueur des Spurs, résultat, il se fait intercepter. Il aurait fait de courte, les Spurs, tant pis, ils marquent pas, mais au moins ils prennent pas 3 points et ils auraient gagné d'1 point le match. Donc des erreurs vraiment qui sont vraiment bêtes et qui sont dommageables pour au final perdre un match de justesse comme ça. Donc c'est vrai que bon, côté des Spurs,
Alors, meilleur joueur, sinon, meilleur marqueur, c'était Wemby, mais on reviendra sur ses stats un peu plus loin. David Vassell, 22 points. Il a fait je crois qu'au début du match, il met 7 des 11 premiers points. Enfin, il était exceptionnel au début du match. Keldon Johnson, 18 points, mais à 6 sur 16 au tir. Trey Jones, il fait 18 points, mais à 7 sur 8 au tir. Alors là, par contre, mine de rien, Trey Jones, il a fait un boulot offensif qui est assez épatant. 7 sur 8 au tir. Voilà, donc c'était... mais après, voilà, le match, il se joue à ça, des petits détails, des erreurs d'inattention. Et puis alors, je vais revenir aussi sur la dernière action. Les Spurs, ils sont menés de 2 points. Je sais plus ce qui se passe, ils récupèrent la balle, ils font une contre-attaque. Victor se positionne dans la raquette avec l'avantage de taille. Il reçoit la balle. Bah, il n'a plus qu'à se retourner, mettre un dribble et puis aller au panier parce qu'il a un gros avantage de taille. Il est à 2 mètres du panier. Et il y a Jérémy Sauchon qui est aussi dans la raquette sur le côté. Bah, Victor, il peut pas mettre un dribble main droite, il y a Jérémy Sauchon qui est à côté. Qu'est-ce qu'il fait là, Jérémy Sauchon? Pourquoi il n'est pas à 2 ou 3 mètres? Il écarte pas le jeu, pourquoi il se met pas aux 3 points pour écarter au maximum le jeu, pour laisser de la place à Victor, ou alors que Victor lui fasse la passe à 3 points? Qu'est-ce qu'il fait là, résultat? Bah, Victor est obligé de lui faire la passe. Il est à 1 mètre sous le cercle, qu'est-ce qu'il fait, Jérémy Sauchon? Il va pas au dunk, ou il fait pas, il saute, il monte pas. Il a qu'à monter, il tire avec la planche, il marque à 2 points, point barre, ou alors il dunk. Non, il ressort à 3 points, et il rate sa passe, et il perd la balle, les Spurs. Alors ça, c'est vraiment un truc qui me fait halluciner. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faisait là? Et je crois que personne n'a compris ce qu'il faisait là, parce qu'il a obligé Victor à lui faire la passe, parce que Victor était coincé. Et comme il était tout seul, à 1 mètre sous le panier, bah Victor lui fait la passe, et il tire pas. Il faut qu'il monte au panier. Et puis, il tire avec la planche, quitte à faire un double pas, comme les poussins, enfin, peu importe. Mais au moins qu'il y ait un tir, un tir avec la planche, peu importe. Ce qui compte, c'est d'être efficace. Après, il y aurait égalité, il y aurait eu prolongation. Je dis que tout aurait été possible avec Victor. Ça lui aurait permis à Victor d'augmenter ses stats aussi. Ce qui pourrait être pas mal, quoi. Mais là, de perdre des matchs comme ça, waouh, c'est quand même compliqué. Alors, on va arriver au classement. Conférence Ouest, ils sont toujours derniers, les Spurs, avec 5 victoires et 30 défaites. C'est très compliqué pour eux. Ouais, bon, je vois pas le bout, hein, les amis. Allez, maintenant on enchaîne par les résultats, les stats de Victor dans ce match. Victor, il a joué 25 minutes avec 24 points, 6 sur 13 au tir, 2 sur 5 à 3 points et 10 sur 11 au lancer franc. Donc, bam, il bat son record de lancer franc tenté. Il fait 10 sur 11, mais son record de lancer franc tenté, 11, c'est son nouveau record. Aucun rebond offensif, c'est un peu dommage, hein. 10 rebonds défensifs, total 10 rebonds. Ça va un peu mieux au rebond. Je dirais, il a eu quelques mauvais matchs au rebond, mais là, peut-être qu'il va repartir de l'avant. 3 passes décisives, une interception, mais surtout 5 contre, dont 2 contre dans les dernières minutes. Parce qu'après cette histoire avec Jérémy Sauchon, il y a quand même les Cavaliers qui contre-attaquent et qui ont une balle d'attaque. En fait, Victor, il met un contre à, je sais pas, 3 secondes de la fin. Il récupère la balle, Jérémy Sauchon, il tire du milieu du terrain, il rate. Voilà. Mais il met encore un compte, Victor, monstrueux. Il a perdu 3 ballons, il a fait 3 fautes. Quand il est sur le terrain, plus 17 alors qu'il perd le match de 2 points. Et là, il a eu un vrai impact dans la rencontre. Un vrai impact individuel et collectif. Le seul regret, c'est à chaque fois, les 2 premières minutes quand il joue, sauf au début du match, on le trouve pas. Les autres ne le cherchent pas. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il fait des entrées de 5 à 6 minutes. Les 2 premières minutes, il touche quasiment pas la balle. Alors, dans d'autres matchs, ça n'a pas été le cas. Des fois, il avait la balle, sur les 2 minutes, il marquait 7 points. Là, c'était un peu moins parlant, on va dire. Surtout la zone, à la fin, ils sont menés de 15 points. Ils veulent tous en faire qu'à leur tête. Et plutôt que de repartir sur des bases. Et dès qu'ils se mettent à jouer avec lui, ils repartent sur des bases. Et là, ils sont revenus, ils ont gagné. Ils sont revenus de moins 14 en 3 minutes à la fin. Et ils auraient pu égaliser, voire passer devant. Donc voilà, c'est le constat. En tout cas, il y a une grosse progression comparée à la série de défaites de 30 points qu'ils avaient en début de saison. Allez, on enchaîne par les stats de Wemby dans sa carrière. Donc il en est maintenant à 31 matchs joués, 19.3, 10 rebonds 1, 2 passes 8, une interception 2, 3 contre 3. C'est le meilleur contreur en NBA cette année. Je crois que c'est le 6e contreur à arriver à 101 contre à 20 ans. Dans les plus jeunes de la NBA avec Shaquille O'Neal, Bol Bol, je sais plus quels autres. Voilà, donc il est sur les stats de tous les... pour les comptes, il est sur les gros stats des meilleurs. À venir pour les stats de l'histoire. Voilà, maintenant on arrive au stade de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors bon, il était déjà meilleur contreur à 20 ans. Il se rapproche de Tim Duncan, il n'est plus qu'à 105 contre de Tim Duncan. Ah oui, précision, c'est 101 contre en moins de 35 matchs. Lui, Victor, a réussi en 31 matchs. Hein. J'avais oublié de préciser ça. La saison, on n'est pas à la moitié de la saison.
Donc les 105 comptes, il pourrait dépasser le record de Tim Duncan à 21 ans dès ses 20 ans, ce qui est quand même pas rien. Il est deuxième pour l'instant. Après pour les rebonds, bon, il progresse doucement là en ce moment. Et il est encore à 314 rebonds défensifs, au total rebond à 560. Bon, il y a d'autres rebondeurs qui ont commencé à 19 ans, qui ont 2 ans de NBA. Donc voilà, il va progresser, mais bon. Les 3 points marqués, bah, il en marque toujours 2 par match. Il en est à 46 paniers en ce moment, il tourne à 2 paniers marqués, c'est pas mal, hein. 46 paniers à marquer, il est à 97 de Tony Parker, qui était le meilleur à 20 ans. Et sinon, après, bon, je regarde dans les stats, il progresse dans toutes les stats, vous voyez, ça va être très intéressant pour la suite. Allez, pour les stats, dans les stats de Wemby, dans les Français en NBA, alors c'était le meilleur contreur à 20 ans, et ça y est, il devient meilleur contreur aussi à 21 ans, mais dès ses 20 ans, avec un an d'avance, il vient de dépasser Johan Petro qui était à 95, et maintenant il en est à 98, et donc les amis, eh ben, il va aller chercher le contreur. Ah, j'ai pas affiché à 20... c'est Rudy Gobert qui doit être à 230 à 22 ans. Donc vous voyez, il a un an et demi d'avance, 2 ans d'avance, 2 ans et demi d'avance. Il a 2 ans et demi pour dépasser les 230. Je crois qu'il pourrait y arriver, il lui en manque 129 à peu près pour dépasser Rudy Gobert. C'est peut-être même possible qu'il le rattrape dès cette année, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il est parti sur des bases très très élevées. Sinon, rebond offensif, bon, il n'en a pas eu dans ce match. Rebond défensif, il est qu'à 98 maintenant de Tony Parker. 99 au total de rebonds de Tony Parker. Donc il continue cette petite progression dans toutes les stats. Les points, bah, il est quand même performant, hein. Il est à 1375 de Tony Parker. Il lui faudra plusieurs saisons parce que Tony Parker avait commencé à 19 ans. Lui, il lui faudra peut-être plusieurs saisons. Puis il faudrait qu'il joue 35 minutes par match. S'il jouait 35 minutes par match, il tournera plus de 30 points. Ça serait pas mal, non? Euh, Et là, je pense qu'il rattraperait plus vite ses adversaires. Après, voilà. C'est le début de sa carrière. Là, franchement, il est en train de prendre l'ampleur, les amis. Ça devient intéressant. Allez, prochain match des Spurs, ça sera le 11 janvier à 1 h du matin, heure française, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce sera encore le 10 janvier. Et les Spurs vont jouer au Detroit Pistons. Alors, les Detroit Pistons, c'est la pire équipe en NBA. 3 victoires, 32 défaites, 2 victoires, 14 défaites à domicile, alors que les Spurs, eux, ils ont 5 victoires, 30 défaites et 3-15 à l'extérieur. Ils sont même meilleurs que les Detroit Pistons. Alors ça va être l'affrontement aussi contre Killian Hayes, un autre Français qui est en NBA et qui est meneur des Detroit Pistons. Donc ça va être un match très intéressant. J'espère que, bah, je pense que là, les Spurs, en jouant collectivement, ils devraient exploser les Pistons. Je pense, dès le début du match, il devrait y avoir 15-20 points d'écart. Dans la raquette, ils vont avoir beaucoup de mal, les Pistons, face à Victor. Si Victor, il faudrait qu'il joue aussi, hein. Bon, à un moment, là, dans le match là, contre Cleveland, je me suis dit, mais il avait joué que 18 minutes, ou 19 minutes, il restait 5 minutes à jouer, et il va pas le faire jouer. Il est sorti à -3 ou -4, il restait à ce moment-là -15. Donc je me suis dit, il va pas le remettre sur le terrain parce qu'il y a -15. Bon, heureusement, il l'a remis. Mais c'est vrai qu'il aurait pas dû sortir. Il est sorti à -3 ou -4 dans le quatrième quart-temps. Et puis derrière, ils auraient gagné les Spurs plus facilement. Et à la rigueur, il l'aurait sorti à 2 minutes de la fin s'il menait de 5 à 6 points pour faire jouer les autres. Donc voilà, donc écoutez, on verra la suite. Sa blessure, c'est un peu long, là, il est préservé, ça fait quand même depuis un mois qu'il est préservé. Moi, je le vois pas boiter sur le terrain, je le vois pas plus que ça. Donc bah écoutez, je vous donne rendez-vous les amis au prochain match. Et puis je pense qu'on va encore suivre tout ça, l'évolution des Spurs, ça devient plus costaud en ce moment. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.